première diapo, il était une fois. Ouais. Oui. Moi, je vois rien. On commence, les gars. C'est bon, là. C'est parti, Francis. Bon, alors, je vous traduis, c'est du français. Hein. Une tâche immense, inédite, que le télescope européen Gaïa a réalisée en 5 ans. Sur une orbite lointaine à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Hein. Il a arpenté le ciel, hein. Il a repéré, répertorié et analysé plus d'1 milliard d'étoiles dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Il a mesuré avec une sidérante précision les distances, les mouvements, les éclats. Tout ceci pour réaliser un catalogue stellaire le plus précis jamais mis en place. Et surtout, pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, donner une nouvelle vision de notre galaxie. En fait, elle sera littéralement visible en 3 dimensions avec un casque de réalité virtuelle. Donc, c'est important pour les scientifiques de comprendre comment les étoiles se déplacent dans la galaxie et d'essayer de comprendre à quoi ressemble notre galaxie. On n'a aucune idée à quoi ressemble. On pense que c'est une galaxie elliptique avec des bras, quelques bras, mais évidemment, on peut pas prendre un vaisseau spatial, s'en éloigner et voir à quoi ressemble. Donc, ce genre de prospection par satellite du type de Gaïa permettra d'avoir une image de à quoi ressemble notre galaxie vue de l'extérieur. Donc ça, c'est une petite animation qui est en arrière-plan. C'est un artiste qui fait de l'astronomie, qui est un passionné d'image, un passionné de 3D et qui réalise des petites animations du type de celle-ci. Voilà, donc ça c'est une étoile qui a explosé et bon, vous verrez ce genre d'animation un petit peu tout au long de la présentation. Et je vous dirai qui est l'artiste, je vous présenterai un petit peu son altan, son site. Et voilà, donc on va pas trop, je suis assez bavard. Donc là, j'avais prévu de passer 4 minutes avec l'équipe de Gaïa. Donc c'est bien une équipe française qui travaille à l'Observatoire de Paris. Donc ce qui était intéressant dans cette vidéo, on peut quand même la passer. Et je vais l'accélérer. On voit comment fonctionne le télescope de l'Observatoire de Paris, qui date de 767. Donc, vous verrez à quoi ressemblait le télescope avec une manivelle. Ça, c'est marrant, je voulais vous le faire voir. Donc là, moi, j'ai le son, je vais couper le son. Donc là, vous avez un ingénieur qui est responsable de l'équipe Gaïa, qui se déplace dans l'observatoire. Et vous voyez l'observatoire, le télescope. Là, il est en train d'ouvrir la trappe du télescope de l'Observatoire de Paris, dont la trappe se trouve, vous voyez, là, c'est le dôme. Et la trappe ici, là, voilà comment à l'époque, comment on faisait. Il n'y avait pas d'électronique. Hein. Et alors là, il est en train d'expliquer, en fait, qu'on voit une galaxie et on pense qu'elle ressemblerait à ceci. Et nous sommes là. Nous sommes à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Et il dit on n'a aucune idée à quoi elle ressemble et on veut comprendre comment évoluent les étoiles dans notre galaxie de manière à comprendre comment se diffusent, comment s'évoluent les bras. Et donc, il explique qu'il y a un télescope qui s'appelle Gaïa, qui a été imaginé depuis les années 1990. Et là, il est en train de bouger le télescope. Oh la vache. Voilà, Ah oui. on voit le plateau, là, on voit le parquet. Et il est en train de mettre le télescope en face de cette petite fenêtre de manière à observer le ciel. Donc voilà, donc là, il explique qu'il va y avoir des instruments, etc., qui sont installés à l'intérieur, on en parlera tout à l'heure. Voici à quoi ressemble l'Observatoire de Paris. Vous voyez le dôme en haut, avec ici la petite trappe qui permet d'accéder à la fenêtre. Et donc l'intérieur de l'observatoire, avec les différents instruments qui ont servi aux astronomes, notamment celui qui a découvert, je crois que c'est Neptune. Et là, on a Chantal Panem. Donc là, on a des instruments qui sont exposés. Ça se visite à l'Observatoire de Paris. Et ça se visite, mais il faut être en groupe. Donc, il faut les contacter, il faut y aller à un groupe, et puis ils vous font visiter et tous les instruments qui ont été mis au point. Ça se visite pas tout seul, quoi.
Il faut être un groupe, un club, par exemple, un club d'astronomie. C'est pas mal, voilà. Donc, il y a Chantal Panem. Chantal Panem est donc il est ingénieur, project manager au CNES. Elle a été notamment à Châtel-Guyon, aux Nuits étoilées. Elle avait été invitée. Elle a fait une conférence sur Gaïa. Et vraiment sympa. On a discuté longuement avec Maxime, avec elle. Il a des connaissances plus pointues que moi, donc ils avaient un dialogue entre tous les deux sur l'orbite des satellites, etc. Et elle a distribué des cartons pour réaliser des maquettes de Gaïa. Donc je vous présenterai la maquette de Gaïa que j'avais faite pour le club et que j'avais notamment mis dans ma petite vitrine avec les fusées, etc. Elle est venue nous voir, elle a vu la maquette, on a discuté, bon voilà. Elle est vraiment sympathique. Donc là, elle raconte que il y a plusieurs instruments à l'intérieur du télescope pour faire de l'astrométrie, de la photométrie, de la spectrométrie. Il y a différents appareils qui sont assez communs aux satellites qui parcourent le ciel pour observer les étoiles. Donc voilà à quoi ressemble Gaïa. Là, on verra tout à l'heure, on va voir tout ça. On a ici un bouclier. Un bouclier, c'est un pare-soleil en fait. Hein. C'est un pare-soleil qui va lui protéger des rayons lumineux, de la chaleur du soleil. Vous verrez ça dans les animations en détail. Donc là, elle explique les résultats qu'on peut obtenir avec Gaïa, les milliards d'étoiles qui composent notre galaxie. Dans ces milliards d'étoiles, il y aura seulement entre parenthèses, parce que c'est déjà pas mal, Gaïa va analyser le déplacement de 1,5 milliard d'étoiles, une petite zone parmi ces 200 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie. Ici, on voit le plan de la galaxie, le disque, qui est le plan central de la galaxie. Là, c'est un autre ingénieur, donc il raconte ce qu'il fait aussi, quel est son rôle dans l'équipe. Voilà. C'est le patron de l'équipe aussi. Donc tout ça, c'était à écouter, voilà. Donc on va passer tout ça. Voilà. Tiens, Gaïa est un satellite, mais c'est bizarre. Parfois, il tourne en rond. On a ici une vue par télescope. Voilà, il a été filmé. On voit bien qu'il se déplace. Ouais. De façon bizarre. On le voit mieux sur cet écran-là. Normalement, vous deviez distinguer le petit point ici, là. Regardez bien comment il se comporte. Voilà. Il tourne. Voilà. Vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. Il a cette espèce de rotation. Et si on le filmait en permanence, vous verriez qu'il tourne comme ça. Et en fait, il est par un télescope, ce petit point est à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Il tourne sur le point de Lagrange. Là, je vais vous expliquer un petit peu le Gaïa. On peut le voir en jeu vidéo et en une maquette papier. La fameuse planche de maquette que m'a donnée Chantal Panem. Elle a distribué un peu à tout le monde. Voilà la maquette de Gaïa que j'ai réalisée voilà les planches ici. Vous les imprimez, hein, une imprimante jet d'encre. Et après, on prend le ciseau, on prend la colle, on découpe tout ça, on l'assemble. Et voilà un sympa petit satellite de Gaïa avec les deux fenêtres. Alors pourquoi il y a deux fenêtres dans un satellite de Gaïa? C'est parce qu'il y a deux télescopes en fait. Ah ah. Donc votre esprit sagace se demande pourquoi mettre deux télescopes dans un même satellite. On va voir ça un peu plus loin. Donc là, j'ai mis un scientifique dans sa combinaison pour ne pas polluer les satellites. Ils sont habillés de... Hein, c'est pas pour le Covid, hein, c'est pour le satellite. Et donc, on voit l'échelle de l'homme par rapport au satellite. Vous voyez. Donc, c'est quand même une belle bête qui sera envoyée dans une coiffe de fusée Soyouz. Donc, pour le fun, je voulais vous faire voir un petit jeu. Et c'est le jeu de Paxi, c'est l'ESA
qui met en ligne pour les enfants, puis pourquoi pas pour les adultes, un jeu vidéo. Et ce petit jeu vidéo, par exemple, alors je vais essayer de vous faire voir directement. Normalement, affichage. Voilà. Donc, j'imagine que vous le voyez. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez l'écran? Je vois nettoyage Est-ce de que vous avez dû couper l'espace. les micros? C'est bon, on voit, Francis. Vous avez coupé les micros? Non, moi, Alain, j'ai pas coupé. Vous non. n'entendez pas? Si, on t'entend. Je te dis oui, mais je n'entends Oui, pas. oui, c'est qu'on avait coupé les micros, mais on Allô, voit bien. allô? Il n'y a pas de souci. Là, tu t'es mis en partage d'écran. Et là, vous voyez l'écran là? Il y a des petits jeux, alors c'est rigolo. Attrape le vaisseau, explorer le système solaire. Donc, normalement, c'est explorateur du système solaire. Je crois que c'est ça le jeu. Alors, vous le chargez, voilà. C'est pas trop long à charger. Explorateur du système solaire. Si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Ouais, bah, c'est ce qu'on voit pour l'instant, ça charge. Zakid. Vous entendez pas le son? Non. Non. D'accord. Ton ordinateur ou il te faut une tablette? On peut jouer sur ordinateur, on peut jouer sur la tablette, c'est d'Internet. D'accord. Mais il faut un joystick, il faut. Non, 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 on arrive sur un écran comme ça et on va pouvoir monter les différents petits engins de l'espace. Vous allez voir comment ça se passe. Je l'ai enregistré parce que sur Internet, c'est un peu lourdingue. Donc voilà, c'est un petit exemple. Donc vous prenez Paxi, ça c'est la souris. Il faut attraper les éléments du satellite. Mais si vous vous trompez, les éléments retombent. Voilà. Il ne faut D'accord. pas vous tromper. Hop, ça retombe. Donc il faut le choper avec la souris. C'est la souris qui fait bouger le petit bonhomme. Et quand D'accord. vous avez tous les bons éléments, paf, le satellite va être construit entièrement. Et là, vous avez gagné. Alors à la fin, j'ai arrivé, regardez, hop, je construis tout. Là, j'en veux pas parce que c'est j'habite, ça, j'en veux pas, ça, je le veux. Et hop là. Donc le spacecraft de Gaïa était le spacecraft. Et voilà. Donc il avait construit le satellite. Et là, il va nous proposer de construire d'autres engins. Donc, on peut construire plein de satellites, de fusées, de tout un tas de choses. Et on peut explorer le système solaire avec Paxi. Donc, c'est des jeux vidéo, c'est très rigolo. Et le lien, il est là. Et vous l'aurez quand je vous enverrai le compte rendu. Et il suffit de faire ESA, Kids pour les enfants. Et vous tombez, vous choisissez jeux vidéo. Voilà. Je vais le noter. Mhm. Donc là, je vous ai fait un gros plan du stade de la maquette Gaïa ici. J'ai enlevé cette espèce de rond là du percule. Et là, on voit l'intérieur. Donc la maquette, lorsque vous la réalisez, vous pouvez même mettre les miroirs. L'intérieur, il y a même les capteurs, les différents miroirs de Gaïa sont reproduits à l'intérieur de la maquette. Et le miroir de Gaïa, c'est ce que vous voyez à droite là. Ça fait 0,70 mètres carrés. Donc 70 centimètres carrés. Vous voyez l'homme à côté, ça vous donne l'échelle de ce miroir qui est ici. Donc il y a 2 miroirs, chaque miroir correspond au miroir d'un télescope. D'accord. Et donc vous allez chaque miroir va capter donc la lumière qui vient de cette fenêtre et la renvoyer vers un miroir secondaire qui se trouve plus bas. Vous allez le voir dans l'animation là. Et les différents miroirs vont se renvoyer le rayon lumineux qui va arriver à un point focal, à un point central. La totalité des trajets de la lumière à l'intérieur du satellite avec les différents miroirs représente 35 mètres.
C'est un voyage de 35 mètres du flux lumineux à l'intérieur du satellite. Ça fait une sacrée focale, dis donc. Sacrée focale, hein, 35 mètres. Donc on le voit ici en bas. Vous voyez les gros miroirs primaires. Donc ça correspond à 2 télescopes. Et regardez bien, le flux lumineux va être dirigé de la gauche vers la droite, vers un second miroir qui va repartir en bas, qui va repartir là, et être synthétisé, focalisé avec 2 miroirs. Ils vont être mélangés les deux. Et pourquoi avoir 2 miroirs? Pourquoi 2 télescopes? Tout simplement pour pouvoir créer un parallaxe, de manière à calculer la distance entre les étoiles. Gaïa, c'est un satellite d'astrométrie, c'est-à-dire qui va analyser les étoiles. Astrométrie, voilà, astro, étoile, mètre, voilà. Cette branche d'astronomie est consacrée à la mesure des positions et des mouvements des objets célestes. Exemple, les objets célestes, vous avez les étoiles, les planètes, les astéroïdes, les galaxies. Donc Gaïa, il a été créé pour analyser le déplacement d'1 milliard d'étoiles, mais aussi pour analyser les déplacements des astéroïdes, des galaxies et des planètes. Donc, vous voyez, c'est un instrument extrêmement complet. Et Gaïa, pour pouvoir analyser toutes ces données, il a des capteurs, comme dans un appareil photo. Vous avez un appareil photo réflexe, un appareil photo APN. Il fait, on va dire, 1 million de pixels. Hein. Eh bien, lui, Gaïa, il en fait 1 milliard. Au lieu d'avoir un petit appareil photo, il fait 1 milliard de pixels. Tous ces capteurs génèrent 1 milliard de pixels. Donc, évidemment, on est sur de la très haute technologie et on a des photomètres qui captent le rouge, des spectromètres à vitesse radiale. Enfin, tous ces capteurs sont reliés en dessous à différents appareils qui vont analyser les données envoyées par les capteurs. Par exemple, l'astromètre, le spectromètre, le photomètre. Donc, on va voir un petit peu ces instruments, mais je n'ai pas voulu trop entrer dans les détails scientifiques. Je suis pas scientifique. Je suis, comme la plupart d'entre vous, un amateur. Et j'essaye de comprendre, en gros, de vulgariser, on va dire. Hein. Donc, voilà, là, on a l'engin, le point focal qui est équipé du radiateur et des capteurs. Donc, les capteurs, ça chauffe. Ceux qui utilisent un appareil photo le savent, on a des réflexes, eh bien, qu'on s'en sert longtemps, ils finissent par chauffer. L'électronique chauffe. Donc là, derrière les capteurs, il y a un gros radiateur qui permet de refroidir tout ça. En plus, on est dans l'espace, ce qui complique les choses. Donc, pour synthétiser, parce qu'il y a énormément d'informations, évidemment, on va dire que Gaïa a été le résultat de 50 entreprises européennes ont travaillé dessus depuis les années 1990, 400 ingénieurs, 15 pays membres de l'Agence spatiale européenne associés aux 2 projets, 3 ans de tests, qui a été lancé en 2013. Il a, son objectif nominal, c'est 5 ans en orbite. Donc nous sommes en 2020, il fonctionne toujours. Nous le dirons tout à l'heure sur le site qui gère la communication en direct avec Gaïa, à l'aide de satellites d'antennes de 35 mètres de diamètre. Et on verra tout à l'heure, on va aller visiter le site qui permet de communiquer avec les satellites de l'ESA. Régis, tu l'écho. Faut couper le micro, les gars. Il y a quelqu'un qui a allumé le micro là. Ouais. Alors. J'ai coupé les micros. Ah bah voilà. Non, j'ai toujours un. Allô, ouais. C'est bon? Ah, c'est mieux. C'est bon. Alors, donc je continue.
Voilà, donc vous voyez comme moi, hein, vous pouvez lire. Donc là, photographie en 3D, on en a parlé. Découverte de 2000 exoplanètes. Hein, c'est l'objectif. Ça a été réalisé. Il a découvert pas mal d'exoplanètes. Et les astéroïdes, vous allez voir, il en a découvert un paquet. Pardon. Cartographie en 3D, c'est fait. On en est au 3e catalogue en 2020. Nouvelle vérification de la théorie de la relativité. Oui, ça c'est bon. Ça, il a bien fait des tests. Enfin, je veux dire, il a bien prouvé que la relativité était exacte, hein, par ses observations. Et bon, on voit par exemple la liaison permanente avec la Terre, 5 mégabits seconde. On a des SL à la maison. C'est comme si toutes les secondes, il y avait 8 heures de données par jour. 8 heures de données à la maison, pour lui, ça se transmet en 1 seconde. C'est 5 mégabits à la seconde. Vous voyez, il est capable de, parce qu'évidemment, il est relié à des supercalculateurs parce que le volume de données, il est extraordinairement important. C'est-à-dire, par exemple, un instrument de mesure de capteur photographique, 1 milliard de pixels, ça envoie beaucoup de données. On verra ça tout à l'heure, ça représente des milliers de CD à lire en même temps en instantané. Donc sa hauteur c'est 3 mètres et l'envergure c'est 10 mètres. Voilà. On va pas. Voilà. Allô Gaïa, comment ça va? Donc vous allez voir comment on communique avec Gaïa, avec quelle antenne. Donc voici le site, il s'appelle Extracto et il permet de voir tous les liaisons avec les satellites de l'ESA. Donc fiche. Voilà. Donc là, on a la liaison et il dit que près 100%. Hein, le contact avec les satellites qui sont dans l'espace sont à 100%. Donc moi, ce que je voudrais, c'est vous faire voir, par exemple, on est au mois de mai, on pourrait aussi bien voir au mois d'avril, etc. Mais ce qui intéresse, c'est l'instantané. Donc ça, c'est la Terre. Et vous voyez, les satellites, ils sont répartis. Il y en a en Australie, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Europe. Et là, on voit les différents satellites. Là, c'est vers l'Espagne. Et nous, on va aller chercher la mission. À gauche, je clique et je vais donc chercher ma mission. C'est Gaïa. Mais je peux aussi bien aller chercher Solo. À mon avis, il y a une erreur. C'est SO-O. S-O. Je crois pas que ça soit Solo, mais bon. C'est Yann. Et Solar Orbiter, je dirais plutôt SO-O. Mais bon, je ne sais pas. Donc là, on va aller voir Gaïa. Donc je sélectionne Gaïa. Et là, vous avez des petits écrans qui s'allument. Et on a la statistique du contact avec Gaïa. Actuellement, Gaïa, il a 100%. Vous voyez, ça marche très bien. Et là, c'est la durée du contact du 1er mai jusqu'au 31 mai. Ouais. Et on a les différents, apparemment, les fréquences. Donc là, on a la Gaïa. Et voilà. Puis 4 heures, Lost, 2 heures, en moins, le plus bas, c'est 2 heures. Et là, on a l'antenne, donc il communique directement avec Gaïa. Et la grande station, c'est-à-dire dans le lieu où il y a l'antenne, c'est NNO. Donc NNO, cette station NNO se trouve en Australie. Donc c'est la station, voilà, le wind speed, le vent est actuellement à 4 mètres secondes, l'humidité à 80%. Et le NEM en Australie, l'altitude c'est 252 mètres, voilà, et le diamètre de cette antenne c'est 35 mètres de diamètre. Donc c'est pas mal, hein. Je crois que il y a la même chose au Deep Space Network de la NASA. Je crois qu'ils ont l'équivalent. Et donc on a ici une description de 35 mètres, transmission, réception et Bandix à 140 km au nord de Perth, à l'est de l'Australie. Voilà, donc voilà, c'est un site que j'ai trouvé. Je me dis, j'étais à peu près certain qu'il devait exister l'équivalent du DSP, du Deep Space DSN, Deep Space Network de la NASA. Et effectivement, il existe. Il s'appelle Extract.
Donc là, on a les extracts, on peut se renseigner sur sur celui-ci, sur les missions contrôle. Là, on arrive à la salle de contrôle de la. Il y a des caméras à l'ESA, on voit les gars qui travaillent, qui sont en liaison avec les différentes missions. Le distress tracking, on peut aller à l'opération center. Bah, voilà, donc vous voyez, il y a plein de petites choses intéressantes. Voilà, là, évidemment, on peut sélectionner les différentes stations. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous faire voir. Et donc normalement, je peux retourner direct, voilà. Les liaisons avec Gaïa est toujours en direct actuellement. Voilà, j'avais prévu une petite vidéo au cas où ça ne fonctionnerait pas. Donc Gaïa est l'arpenteur du ciel, le géomètre des étoiles. Il a permis la création du plus prestigieux catalogue stellaire jamais réalisé. Actuellement, ce catalogue est exploité par des centaines, voire des milliers d'astronomes à travers le monde. L'ancêtre de Gaïa, il s'appelle Hipparcos. Et Hipparcos, lui, il a fonctionné de 89 à 93. Il a été capable de mesurer le parallaxe de 120 000 étoiles, ce qui était déjà pas. À l'époque, c'était déjà une prouesse. Hein. Et lui, Gaïa, il est capable de faire 1 milliard d'étoiles, avec une précision de 7 microsecondes. Un microseconde, c'est-à-dire 7 millionièmes de seconde de précision. Là, j'entends des glouglous. Je sais pas, c'est peut-être un clavier. Non, c'est C'est moi, Francis. Je coupe. c'est quelqu'un qui prend sa douche. Coupable. Donc, je vous parle de catalogue d'étoiles. Alors, les catalogues d'étoiles, vous les voyez à l'écran. Hein, donc, il y en a toute une bibliothèque. Et donc, il y a les catalogues d'étoiles. Il y en a un très ancien, un catalogue historique qui s'appelle l'Almagest. C'est le plus vieux catalogue d'étoiles qui date de l'Antiquité. Ouais. Et on a Euronametria, on a les IC, catalogue astrométrique IC, et catalogue HI de Hipparcos. Quand vous faites du stellarium, des fois, vous voyez bien des étoiles IC numéro tant, HI numéro tant. Et maintenant, on a des Gaïa numéro tant. Ah ouais. Et donc, vous voyez les différentes dates des différents catalogues. Donc, c'est vrai que ça, c'est un sujet très vaste. Et donc, ceux qui sont curieux, ils pourraient même aller là et voir les catalogues d'étoiles sur Internet. Et alors là, on a un site qui explique, bon, par exemple, l'Almagest, hein, c'est une œuvre de Claude Ptolémée du IIe siècle. Ça veut dire le très grand Almagest. Hein. Et donc, voilà. Et donc, on explique tout ça, l'Almagest. On pourrait y passer un bon moment à regarder tous ces catalogues. Alors, les petits curieux peuvent se référer à ce site et à ce lien s'ils veulent en savoir plus. Parce que c'est vrai que on pourrait en dire beaucoup et donc on pourrait y passer plusieurs heures. Hein. Donc, c'est pas on va pas faire ça. On va retourner à la présentation et on va continuer sur ces images. Alors, donc là, en fait, ce que je vous propose de faire ensemble, c'est un voyage virtuel dans le système solaire. Donc, ce voyage virtuel, comment on a pu le réaliser? Donc, c'est un exemple concret de ce que ce qu'a permis de réaliser Gaïa avec des supercalculateurs en digérant les données d'un certain nombre d'étoiles. Donc, la vue de gauche, ici, l'animation, elle est basée sur la position en 3 dimensions de à peu près 1,5 million d'étoiles. Les parallaxes de ces étoiles ont été calculés
Et les parallaxes étant calculés, on a pu déterminer le déplacement en 3 dimensions de chaque étoile. D'accord? Ça bouge pas. Donc là, vous allez voir l'animation. Ça marche pas? Ah, d'accord, ok. C'est que tu n'avais pas mis en marche, là, j'ai pas fait gaffe. C'est bon, c'est Non, bon. je l'avais pas mis en marche parce qu'en fait, je vous expliquais ce que vous avez sous les yeux. D'accord. Parce que pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'image. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Donc, à gauche, vous avez 1,5 milliard d'étoiles. Et à droite, vous avez un autre catalogue. Vous allez voir au centre. Alors, on va revenir en arrière. Pour ça, pour bien comprendre ce que vous voyez, il faut que je vous explique l'image. Là, c'est le Soleil. D'accord? D'accord. À gauche. Et tout autour, ce sont les étoiles qui orbitent dans la galaxie. Mhm. Nous, de notre Terre, nous voyons le Soleil. Et de notre Terre, nous sommes environnés, nous sommes à l'intérieur de la galaxie. Et nous allons nous éloigner du Soleil. Et en nous éloignant du Soleil, vous allez voir les étoiles bouger dans tous les sens. Et ce sont les étoiles vont bouger dans tous les sens parce qu'on va s'éloigner du Soleil. On va faire comme si, virtuellement, nous sommes dans un vaisseau spatial et nous allons nous éloigner du Soleil. Donc, à gauche, 1,5 million d'étoiles, c'est le premier catalogue. À droite, Gaïa, il y en a à l'époque où ça a été calculé, il y en avait 97 millions d'étoiles. Chaque point est une véritable étoile. Nous ne sommes pas dans une reproduction virtuelle. Nous D'accord. sommes dans une reproduction virtuelle, mais chaque point correspond au calcul d'une étoile par Gaïa. D'accord. Donc, je lance l'animation et vous allez voir progressivement le Soleil s'éloigner et les étoiles s'animer. Et on va progressivement quitter la galaxie. Donc, les premières étoiles les plus proches commencent à bouger et les plus lointaines vont commencer à bouger progressivement. Ah, c'est un peu ce Là, que voilà. j'avais fait avec mon logiciel la dernière fois, là, quand j'étais venu. Là, ça a été calculé avec des données de Gaïa. Donc, voyez cette petite portion d'étoiles à l'intérieur de notre galaxie. Mhm. Voilà. Donc, si je prends ma vidéo, je fais le contraire, voilà, là, on se rapproche du Soleil. Et chaque point lumineux correspond à une étoile. Voilà. On n'est pas sur des animations virtuelles de position d'étoiles, ce sont des vraies étoiles. C'est-à-dire qu'on pourrait nominer chaque étoile et lui dire c'est telle étoile a telle luminosité, telle masse, elle orbite pendant tant d'années, elle, elle correspond à une naine blanche, etc. C'est-à-dire que lui, chaque étoile, on a sa carte d'identité. Vous voyez? Ah ouais. Et c'est pour essayer de vous expliquer la prouesse réalisée par ce satellite. Donc Ouais, là, ouais. on a un time-lapse de 2 minutes. En 2 minutes, vous allez voir l'intégration du satellite dans la coiffe qui va être posée sur le Soyouz. Vous allez voir son transport vers Kourou. L'intégration se fait chez Astrium. Elle s'était faite chez Astrium en 2013. Et non, 2000, oui. Et vous allez voir ça, l'intégration et le transport vers Kourou et le décollage. Et ceci, vous allez voir ça en 2 minutes. C'est parti. Quelle idée, ça. Donc là, on a le satellite. Ah, ils ont fait un Vous test voyez de comment il se déploie dans l'espace. C'est le Mhm. pare-soleil, si vous préférez. Et là, il fait donc 3 mètres de hauteur, 10 mètres de diamètre. Là, on a l'intégration dans sa coiffe. Ici, c'est les tâches frégates. C'est ce qui va permettre de le mettre en orbite et d'envoyer vers le point de Lagrange. La fusée Soyouz, à Kourou, dans son hall d'assemblage, elle va être transportée sur les rails, sur une espèce d'engin
sur comme un engin ferroviaire. Et voilà, il va le déplacer et l'amener sur son pas de tir. Donc, elle est élevée sur son pas de tir, mis en position pour le décollage. Et elle est intégrée dans un bâtiment dans lequel il y a un ascenseur qui monte la coiffe au sommet de Soyouz. Et une fois intégrée, elle va être reliée donc à Soyouz et sortie de ce bâtiment, elle va être positionnée sur le pas de tir. Voilà comment on installe une coiffe au sommet de la fusée Soyouz. Là, le décollage de la fusée Soyouz. Et tout ça, c'est à Kourou. Alors, les fusées sont assemblées à Kourou. Les chanceux qui peuvent aller à Kourou, assister au décollage. Souvent, il y a des gens qui ont fait à Châtel-Guyon, vous savez, Kourou, je connais bien, je viens de là-bas, j'ai vu les décollages de la fusée Ariane, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui m'ont raconté un petit peu leurs sensations. Voilà le petit time-lapse de 2 minutes. Oui, dis-moi. La fusée Soyouz est aussi la fusée Soyouz, eh bien, ça ressemble à ceci, la maquette du club. Voilà. Cette magnifique maquette qu'on a est-ce qu'elle achetée, là. La fusée Soyouz TMA. Est-ce que la fusée Soyouz qui est la coiffe, la charge utile, en l'occurrence là on parle de Gaïa, l'étage supérieur frégate qui va permettre d'envoyer le satellite vers le point de Lagrange, 3e étage pour quitter l'orbite, et là pour quitter la Terre avec les boosters. Alors comment ça se passe? On a une petite vidéo à droite. Donc les boosters vont se détacher de Soyouz afin d'amener tous les éléments en orbite. Voilà, le premier étage continue la propulsion. La coiffe ici s'est détachée, retombe dans l'atmosphère. Et ici, on a l'étage frégate qui a amené le satellite sur l'orbite. Et en l'occurrence, ça c'est le point de Lagrange. Et on va parler un petit peu de ce fameux monsieur de Lagrange. Monsieur Lagrange. Francis. Donc Gaïa remercie monsieur Lagrange. Monsieur Lagrange, il a vécu au XVIIe siècle. Entre. Tu nous entends, Francis, ou tu as coupé le son? 1813. Ouais, je crois qu'il a coupé le son. Donc, monsieur Lagrange, il a permis de comprendre un point où la gravité se met en équilibre. C'est-à-dire, en parlant bien français, un point de Lagrange est une position de l'espace dans un système à 2 corps, où leur champ de gravité se combine de manière à fournir un point d'équilibre à un 3e corps. Donc le 3e corps dont on parle ici, cette masse négligeable, c'est Gaïa. Telle que les positions relatives des 3 corps soient fixes. Donc on a un équilibre obtenu entre la masse du Soleil, la masse de la Terre, qui va annuler la gravité, qui va stabiliser un point précis à 1 milliard et demi de kilomètres, qui s'appelle L2. C'est le point de Lagrange L2. Alors, donc je ne sais pas si je m'exprime bien, mais là, sur votre droite, vous voyez le point de Lagrange L2, ici. Et là, on a 1 million et demi de kilomètres. J'ai dit 1 milliard et demi de kilomètres. Million. C'est 1,5 million kilomètres. Voilà, 1 milliard et demi, ça ferait beaucoup. Déjà, la distance entre le Soleil et la Terre, c'est 150 millions. Voilà. Donc, on a Hubble qui est en orbite autour de la Terre. Et ici, on a Gaïa, au point de Lagrange. Donc, ces animations, pour vous faire visualiser l'orbite de Gaïa. Donc, l'orbite de Gaïa, vous voyez les circonvolutions. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, on a l'impression qu'il tourne. Mais effectivement, il tourne, regardez bien. La trajectoire de Gaïa, on va comprendre
pourquoi une trajectoire aussi complexe. En bas, je vous ai mis l'animation. On voit encore, vu d'un autre angle. Vous voyez que comme il fait un orbite circulaire, il a l'air de vouloir éviter l'ombre de la Terre. Alors, les plus perspicaces d'entre vous ont certainement compris pourquoi Gaïa évite l'ombre de la Terre. Ben, pour les communications. On va le voir après. Je vous laisse réfléchir pour ceux qui n'ont peut-être pas trouvé la solution. À droite, c'est une animation que j'ai faite sur Celestia. Alors, sur Celestia, j'ai mis la Terre ici et le Soleil pour vous faire voir la distance de la Terre vue à 1,5 million de kilomètres. Comment Gaïa voit la Terre. Là, on a la Lune à 380 km, 380 000 km. Ensuite, on passe à 488 000 km. On est à 612 000 km. Là, on passe à bientôt, on est à 1 million de kilomètres. Là, on est à 1 million 500. Voilà comment Gaïa voit la Terre. Donc, cette petite épingle ici, c'est la Terre vue de Gaïa à 1,5 million de kilomètres. Voilà. Donc, ça, c'est un petit truc que j'ai fait sur Celestia pour vous faire voir l'échelle. Donc, on a parlé de Monsieur de Lagrange, on a parlé de cette orbite un peu bizarre, vous voyez, chaotique et bien précise de Gaïa. Là, on a les deux télescopes qui scannent le ciel. On va comprendre aussi pourquoi il y a deux télescopes et pourquoi ils sont en rotation. Tu nous entends là, Francis? Non, non, il a recoupé le son. On va avoir une animation. Attends, je vais boire un coup parce que là, j'ai la gorge vraiment sèche, j'arrive pas à Il faut quand même que je donne la réponse. Là, le satellite évite l'ombre de la Terre pour éviter de perdre de l'énergie. En fait, à chaque fois que le satellite, c'est comme une éclipse pour le satellite, il passe dans l'ombre de la Terre, il passe dans une zone d'ombre et il ne peut plus capter l'énergie du Soleil. Donc, c'est une des raisons. Donc, là, nous allons voir une autre animation. Vous allez voir une animation qui comporte 1 milliard d'étoiles et plusieurs millions d'astres, planètes, astéroïdes, etc., qui ont été localisés et analysés par le satellite Gaïa. Donc, la précision de l'analyse correspond à celle d'un cheveu vu à 1000 km de distance. Donc, les télescopes de Gaïa permettent de voir un cheveu vu à 1000 km de distance, au niveau de la précision. Donc, à première vue, quand on regarde cette image, il est difficile de savoir si une étoile elle est particulièrement brillante, soit parce qu'elle est proche de nous, soit parce qu'elle est plus grosse, ou alors est-ce qu'elle est plus chaude. Et elle est plus chaude, elle serait plus lumineuse que ses voisines. Donc nous, lorsqu'on regarde une image de ce type, on n'a aucune sensation de relief. On ne peut pas comprendre comment elles sont disposées, comment la répartition des masses des différentes étoiles. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que Gaïa, en analysant toutes ces étoiles, il va nous donner du relief et mieux comprendre comment se déplacent les étoiles et comment elles sont réparties dans notre espace galactique immédiat.
d'accord? Gaïa ne va pas scanner les 200 milliards de notre galaxie, d'étoiles de notre galaxie. On n'en est pas encore là. Mais déjà, 1,5 milliard, c'est déjà pas mal. Donc là, voici, on est à l'intérieur du satellite et on voit les différents miroirs et on va voir comment travaille Gaïa, comment il a pu établir une carte tridimensionnelle et dynamique de notre galaxie. Donc ça veut dire en relief et en mouvement. Donc les différentes miroirs de 35 mètres de focale de Gaïa ont travaillé pendant 5 ans pour cartographier l'espace galactique qui l'entoure à 1,5 million de kilomètres de la Terre. On voit très bien là, les deux faisceaux des télescopes, Gaïa est en rotation, donc ils analysent une portion, les télescopes simultanément analysent une portion et le satellite tourne sur lui-même. Il réalise donc une cartographie à 360 degrés. Une fois que cette cartographie est dépliée sur un plan en 2 dimensions, on obtient une image de la galaxie avec son disque central. Donc, dans cette image de la galaxie, on peut apercevoir tout ce qui est les nuages de gaz, les nébuleuses, les astéroïdes, tous ces éléments, chaque élément que vous voyez dans l'image a été scanné et transformé sous forme de données numériques et envoyé vers la Terre. Et dans les supercalculateurs, ils ont pu reconstituer cette image de la galaxie. Donc ça, c'est l'image la plus détaillée que l'on puisse trouver actuellement. Et c'est une prouesse réalisée par l'ESA, par les pays européens. Et là, on en peut être très fier de ce travail. Moi, je sais que je suis très bluffé quand je vois ce genre d'image. Ça peut paraître assez, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, assez banal, mais cette image contient énormément d'informations. Alors, que voit Gaïa? Autrement dit, quel est le mouvement apparent d'une étoile observée depuis la Terre? C'est ce que veut voir Gaïa, ce que veut traduire Gaïa. Donc, il y a 3 mouvements distincts qui se combinent. Il y a un mouvement qui est causé par le déplacement de Gaïa. Il y a un mouvement qui est causé par notre déplacement. Nous sommes sur une planète, sur la Terre. Nous nous déplaçons avec la Terre. Donc, nous bougeons. Le ciel bouge. Enfin, c'est nous qui bougeons, d'accord? Et on a l'impression que le ciel, il bouge. Donc, il y a le déplacement de Gaïa, nous qui bougeons avec la Terre autour du Soleil, et un déplacement causé par le mouvement des étoiles à travers la Voie lactée. Et souvent, il y a un autre mouvement qui est causé par l'influence d'une ou plusieurs autres étoiles ou planètes en orbite autour de l'étoile. Donc, vous voyez, tout bouge. Dans l'univers, tout bouge. Nous bougeons. Les étoiles bougent. Ce qui tourne autour des étoiles bouge, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, Gaïa, lui, il est là pour analyser tout ça. Donc, la combinaison de tous ces mouvements, apparents ou réels, hein, il provoque un trajet très complexe sur le ciel. Et c'est pour les démêler que Gaïa a besoin de faire tant de mesures. Chaque étoile, Gaïa, il fait en mesure, en moyenne, 70 mesures de chaque étoile. Chaque étoile est analysée 70 fois. Alors, vous voyez, vous vous rendez compte la masse que ça représente de données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il lorsque Gaïa, dans tous ses mouvements, analyse les différentes étoiles? Eh bien, si on traduit ces mouvements,
ça fait des espèces de petites vermicelles, là, vous voyez, c'est tout, voilà, comme des ressorts. Ça, ce sont les trajectoires traduites sous forme de points et de lumineux que Gaïa effectue dans l'espace. C'est-à-dire, quand il regarde une étoile, il la scanne et en même temps, il tourne sur lui-même. Et en même temps, l'étoile, elle va bouger. Vous voyez, c'est très complexe. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus, je suis pas. Mais en gros, j'essaye de vous faire comprendre ce que vous avez sous les yeux. Là, on a un schéma. On a une figure, là, et on voit le déplacement que fait Gaïa dans l'année. Donc, elle a une position de la Terre en janvier. Gaïa tourne autour de la Terre, on est bien d'accord. Hein. Et 6 mois plus tard, on est au mois de juillet, on est de l'autre côté. Donc, on a deux positions. Donc, quand Gaïa scanne une étoile au mois de janvier, ici, et une autre étoile en position au mois de juillet, ça crée un angle. Gaïa il mesure l'angle pour connaître la distance de l'étoile la plus proche. C'est-à-dire c'est le parallaxe qui permet à Gaïa de calculer le mouvement de l'étoile la plus proche en se basant sur ces mesures effectuées tout au long de l'année. Et je vous rappelle qu'il scanne 70 fois la même étoile. Les données de Gaïa permettent de faire des catalogues avec la carte d'identité de chaque étoile. Voici les exemples de leur utilisation. Alors j'espère que je suis assez clair. Je sais que Franck expliquerait ça beaucoup mieux que moi. Et donc là, je vais vous faire voir les différents exemples que Gaïa permet des résultats qu'il permet d'obtenir avec ces données. Donc, on a par exemple les exoplanètes. Donc, Alain vous a expliqué les exoplanètes, comment on les détecte, et notamment avec la lumière. Hein. Et si, quand une planète passe devant l'étoile, elle crée une espèce d'éclipse qui fait baisser l'intensité lumineuse de l'étoile. Donc on voit là, par exemple, à 1, 2, 3, il y a trois planètes qui elles se déplacent et on voit très bien l'intensité lumineuse qui baisse. Donc ça indique pour l'astronome qui regarde dans son télescope ou dans son détecteur de spectromètre ou détecteur de lumière, il y a des appareils qui font ce travail comme Sphère ou actuellement je crois que c'est Sphère qui est installé sur le VLT à l'Atacama, qui est chargé de détecter la baisse de luminosité des étoiles. Donc, ce sont des capteurs, hein, comme les capteurs que vous avez vus pour Gaïa, les cellules qui captent de la lumière et qui sont capables de détecter la baisse d'intensité d'une étoile qui se trouve à des millions d'années-lumière de nous. Donc voilà, Gaïa, lui, sait faire ça puisqu'il a des capteurs capables de calculer, de détecter cette baisse de luminosité. Donc là, dans un exemple concret, je vous fais avoir une vidéo. C'est une vidéo qui va vous révéler le visage changeant de la galaxie. Et vous allez voir le mouvement de 2 millions d'étoiles pendant 5 millions d'années. 2 millions d'étoiles qui se déplacent 5 millions d'années dans le futur en utilisant les données astrométriques de Gaïa. Donc, cela fournit un aperçu des mouvements stellaires qui seront révélés dans les futurs communiqués fournis par les scientifiques qui travaillent actuellement sur les données de Gaïa. Donc, on va passer l'animation et petit casse-tête ou petite devinette que je tenais à vous proposer. Dans cette image que vous allez voir de la galaxie, il y a la constellation d'Orion.
Alors, je fais appel à votre sagacité pour essayer de trouver cette constellation dans toutes les étoiles que vous allez voir. Donc, il y a Orion, il y a aussi cette... le nom échappe. La Pléiade, pardon, les Pléiades. Oui, j'ai tellement chaud dans la tête que j'essaye de coordonner ce que je pense, alors, pour être plus précis dans mon propos. Donc, je vous passe l'animation. Allez, on y va. Voici l'animation. Et donc, on a dit qu'il y avait 2 millions d'étoiles sur 5 ans, sur 5 années. Donc, les années défilent en haut, et vous voyez les étoiles, comment elles se mobilisent, elles se déplacent. Donc, quelque part, ça, c'est la galaxie, c'est le disque de la galaxie, et quelque part, dans ces 2 millions d'étoiles, il y a la constellation d'Orion, qui est en train de se déformer. Parce que les étoiles de la constellation d'Orion, elles voyagent, comme toutes ces étoiles, et la constellation, dans le futur, elle va se déformer. Donc, évidemment, je comprends bien qu'il est très difficile de la localiser, hein, dans toutes ces étoiles. Donc, on va arrêter l'animation. On va revenir en arrière. Et là, je vais vous aider un peu. Elle se retrouve en bas à droite. Elle se trouve quelque part dans ce champ. Donc, ceux qui ont l'habitude vont peut-être commencer à distinguer quelque chose. La ceinture d'Orion est là. La ceinture d'Orion et les étoiles de la constellation d'Orion sont ici. Référez-vous à ce schéma qui est en haut. Ceinture d'Orion, les 4 étoiles. Et là, ici, voilà. Dans les Pléiades, j'ai eu beaucoup de balles à les localiser. Il me semble qu'elles sont par là. Donc maintenant, je vais bouger. Quand tu montres sur l'écran. Je crois qu'elles sont là, les Pléiades. Et ils nous entendent toujours, je pense pas. Je vais bouger l'animation. Et là, vous avez Orion. Non, on voit pas ton pointeur, Francis. Oui, les étoiles d'Orion qui bougent. Voilà. Là, on est à 3 millions d'années. 3 ans, pardon. Oh là là, quelle bêtise. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Voilà en 5 années comment les étoiles bougent. Vous voyez? C'est des petites lucioles qui se promènent dans la galaxie. Et tout ça, c'est en mouvement. Et autour de chaque étoile, il y a des planètes. Donc, 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, ça équivaut à 10 000 milliards d'exoplanètes. Donc, tout ça, ça bouge. Donc, on ne les voit pas, les planètes, mais vous voyez. On va continuer notre voyage. Et maintenant, je vais vous proposer une animation de ce même type, mais en se focalisant sur la constellation d'Orion. Les données des étoiles d'Orion ont été calculées et on va le voir comme si on zoomait en fait. On va le voir de très près. Donc, ce que vous allez voir, c'est le futur de la constellation d'Orion. Et donc là, on a une ville basée sur les mesures de Gaïa, toujours. Et là, on va voir une évolution sur les 450 000 prochaines années. Donc, les étoiles, comme je vous ai expliqué, se déplacent dans la galaxie et les mouvements sont extrêmement lents. Hein, on est d'accord. À l'œil nu, c'est pas possible de voir une étoile se déplacer. On ne peut pas non plus voir une étoile se déplacer sur la durée d'une vie humaine. Hein, on est d'accord aussi. Et grâce aux données de Gaïa, pendant 5 ans,
il a donc calculé avec les calculs de parallaxe, il a pu calculer l'infime déplacement de l'étoile pendant 5 ans. Et les ordinateurs ont extrapolé ce déplacement de 5 ans et ils ont créé une animation. C'est un logiciel, c'est un programmeur, ils lui ont demandé, maintenant, tu me projettes ce déplacement sur 450 000 ans et de cette manière, nous allons voir évoluer la constellation d'Orion. Donc la constellation d'Orion, vous la reconnaissez. J'ai mis les schémas ici. On voit la ceinture. On voit Betelgeuse, Bellatrix, Sippa, puis Rigel. Donc voilà, Rigel, une super géante bleue. Et Betelgeuse, une super géante rouge. Donc là, vous allez voir ces étoiles bouger, évoluer. Et vous dites, tiens, il y a une super belle étoile aussi à droite. Eh bien, c'est Aldébarande. C'est l'œil du taureau. Nous sommes ici dans la constellation du taureau. Nous sommes, le taureau, il est là, comme ça, et la corne, et là, l'œil. Donc, je vais lancer l'animation, et vous allez voir comment évolue la constellation d'Orion sur 450 000 ans. Vous allez voir ici Betelgeuse qui va commencer à voyager. Elle va disparaître du champ de l'écran. Et progressivement, la ceinture d'Orion va se disloquer au fil des années. Et là, vous avez Aldébarande qui voyage. Et ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Non, on n'est pas. Lorsque j'avais regardé, il me semblait qu'elle bougeait plus. Non, non, c'est pas. C'est surtout les étoiles Betelgeuse et Bellatrix qui ont bougé. Alors maintenant, on va le faire plus vite. Voilà. Donc c'est vrai que la ceinture, elle bouge pas beaucoup. Hein. Voilà. Et là, vous avez vu comment elle voyage, Aldébarande, là, à droite, ici, Aldébarande. Alors là, c'est spectaculaire. Voilà. Donc, la vitesse de déplacement des étoiles a été calculée par Gaïa, leur positionnement, et à partir de là, eh bien, on peut extrapoler comment évoluent les étoiles dans la galaxie. Ce qu'on appelle le chemin stellaire. Ici, nous voyons un schéma, une diapo qui nous explique, qui nous présente les futures trajectoires orbitales des 3 galaxies spirales. Alors, nous avons notre Voie lactée. Milky Way, c'est la Voie lactée en anglais. Hein. Donc, c'est l'image supposée de notre galaxie. Hein, on suppose qu'elle ressemble à ceci. Par contre, ici, nous avons Triangulum M33, un objet Messier 33. Ça, c'est ta véritable image. Ce sont toutes les étoiles qui ont été scannées par Gaïa de la galaxie Triangulum et de manière à toutes les étoiles étant scannées, l'image de la galaxie est reconstituée. Ici, c'est Andromède. Chaque est pareil, chaque étoile que vous voyez là, donc l'image a été scannée. Donc il a scanné 1,5 million d'étoiles de trajectoire autour de nous, et il a aussi pu capter la lumière des étoiles qui composent les galaxies satellites. Donc là, on a Andromède. Donc le cercle ici, il indique la position actuelle de chaque galaxie. Donc bleu, Voie lactée, cercle vert, Triangulum, Andromède en rouge. Et
Donc le cercle indique la position actuelle et les trajectoires futures qui sont calculées à l'aide de données de Gaïa sont présentées. Donc là, on a ici la trajectoire future de Triangulum. Ici, sur 2 milliards d'années, 2,5 milliards d'années, Triangulum se sera déplacé. Et la croix sur 4 milliards et demi d'années. Notre galaxie, en 2 milliards et demi d'années, se sera déplacée à cet endroit-là, et en 4 milliards d'années, sera à cet endroit-là. Alors, idem pour Andromède, vous avez compris l'explication. Andromède sera à cet endroit-là dans 2 milliards et demi d'années, et ici, dans 4 milliards d'années. Donc, on comprend que la Voie lactée et Andromède vont percuter, et certainement, dans 4 milliards et demi d'années, on peut penser que le passage rapproché de ces deux galaxies, ici, la distance entre les deux galaxies serait estimée à 400 000 années-lumière. 400 000 années-lumière, c'est pas gigantesque, c'est pas énorme à l'échelle galactique. Et donc les galaxies vont se rapprocher, elles vont se fusionner. Donc on peut comprendre ce qui va passer grâce aux données de Gaïa. Et ça, ce genre d'information que je vous expose, c'est tout récent. Ça date de 2019. Donc Gaïa a travaillé pendant 5 ans, toujours en orbite. Les crédits ont été alloués pour qu'il continue à fonctionner jusqu'en 2020. Et actuellement, il ne produit plus de données stellaires, des chemins stellaires. Il donne des données sur le vent solaire. Donc, il ne peut plus faire le travail qu'il a fait pendant 5 ans, car il a épuisé le gaz qui lui permettait de se refroidir de manière à faire fonctionner ses instruments dans une température très basse, de manière à capter les informations des étoiles de manière très précise. Alors, c'est un peu compliqué, j'espère que vous comprenez ce que je vous explique. Et un satellite qui observe les étoiles, pour voir les données, est obligé d'être très froid pour pouvoir capter la lumière lointaine, les infrarouges. Alors, donc je m'éloigne un petit peu de mon sujet. Donc voilà, ce que je voulais vous faire voir, c'était une aussi des résultats grâce aux données Gaïa. Là, en bas, vous avez une échelle, c'est 1 million d'années-lumière. Donc, 1 million d'années-lumière. Si vous regardez ici, ça fait 1 million, 2 millions, enfin 3 millions. C'est-à-dire que en 3 millions d'années-lumière, la galaxie aura parcouru 2 milliards 500 000 années-lumière. On a une échelle de déplacement et une échelle de temps. Ça, c'est le déplacement, ça, c'est le temps. Donc, une autre publication, une autre publication des données de la mission Gaïa, elle comprend les objets comme des astéroïdes, des planètes, des galaxies proches, des quasars. Donc, cette infographie là, que je vous présente, avec un fond d'animation en 3 dimensions, ici, on a ici un amas globulaire. Ce sont des étoiles qui sont en amas, une espèce d'amas sphérique où les étoiles sont nées en même temps. Donc, ici, cette infographie, donc, comme je disais, elle résume les échelles cosmiques. Ce sont les échelles cosmiques couvertes par l'ensemble des données collectées par Gaïa. Donc, on a une échelle Terre, Gaïa Terre, c'est une échelle locale.
On a ensuite l'échelle du système solaire, les objets du système solaire. Gaïa détecte des astéroïdes, des planètes qui sont dans son environnement au niveau du système solaire. Ensuite, c'est la détection des étoiles qui sont autour du Soleil. Ensuite, on a les détections du disque, des étoiles qui composent le disque et du bulbe central de la galaxie. Là, je vous rappelle, se trouve le trou noir qui est dans la constellation du Sagittaire. Autour de ce trou noir orbitent toutes les étoiles de notre galaxie. Et ici, on a ensuite dans l'échelle, au niveau des références de l'échelle, on a la distance des quasars. Donc un quasar, je vous ai mis là ici. En fait, un quasar, ce sont des galaxies très énergétiques avec un noyau actif. Ce sont les entités les plus lumineuses de l'univers. C'est-à-dire quand on regarde tout au fond de l'univers, le plus loin qu'on peut voir, on distingue la lumière des quasars. Et donc là, j'ai sauté une étape. On a aussi le halo de la galaxie avec les global coasters. Donc, c'est-à-dire que les amas d'étoiles, hein, comme vous voyez ici là. Donc, les amas d'étoiles sont répartis autour du disque galactique. Sont utilisés autour du disque galactique. Donc, on imagine que les amas d'étoiles, peut-être à l'origine, aurait pu être une formation de galaxies. Ça s'est transformé en amas d'étoiles. Il n'y avait pas assez d'étoiles, pas assez de naissance d'étoiles. On sait maintenant qu'autour de la Voie lactée, il y a des amas globulaires d'étoiles, il y a des mini-galaxies qui sont en orbite autour de la Voie lactée. On le sait maintenant. Donc, que voit Gaïa Gaïa, il a un œil comme un spectromètre. Et ce spectromètre permet de donner une cartographie des éléments qui composent les éléments qui composent le Soleil. Donc, c'est en fait un thermomètre pour les étoiles. L'observation du ciel nocturne révèle que les étoiles ont des couleurs variées. Vous connaissez Antares dans la constellation des Scorpions, une énorme étoile rouge, et Rigel dans la constellation d'Orion, une super géante bleue. Notre Soleil, lui, fait partie des petites étoiles jaunes, hein, tout à fait banales. En premier lieu, ces couleurs nous informent sur la température des étoiles, de manière plus discrète sur la composition chimique de leur atmosphère. Ici, on a le spectre du Soleil. Donc, avec un prisme ou un réseau, on peut séparer les rayons lumineux reçus de l'étoile et obtenir les couleurs et obtenir un spectre. Ici, vous avez le spectre du Soleil. Alors, les initiés, les spécialistes, sont capables de lire ces espèces de petites barres, ces petits sombres. Et ces petites barres, c'est très sombre. C'est la lumière issue de notre étoile. Elle traverse l'atmosphère avant de nous parvenir. Dans l'atmosphère de l'étoile, il y a des éléments chimiques qui absorbent une partie de la lumière et des couleurs très précises, longueur d'onde. Cela produit dans le spectre de très nombreux traits sombres appelés raies stellaires. Donc, ces raies sont les signatures des éléments chimiques de l'atmosphère de l'étoile. Donc, par exemple, là, on a une raie ici, hydrogène, une raie magnésium. Voilà. Donc ça, c'est ce que voit Gaïa aussi, puisqu'il a un spectromètre très puissant. Il est capable d'analyser la composition de 1,5 milliard d'étoiles. Donc, pour les astronomes, c'est très important de connaître comment elles se déplacent, où elles vont, de quoi elles sont composées, est-ce qu'elles sont chaudes, est-ce qu'elles sont froides, etc., etc., etc. Donc, ça permet de la publication d'articles régulièrement, puisqu'on en a eu un récemment, vous verrez ça à la fin, pourquoi ils sont entravés dans leur travail actuellement. Donc là, on a une autre facette que Gaïa a permis
d'explorer, c'est le grand nuage de Magellan. Donc, le grand nuage de Magellan, c'est une des galaxies les plus proches de la Voie lactée. Donc, vu par le satellite Gaïa, voilà à quoi ressemble le nuage de Magellan. Chaque petit point, c'est une étoile analysée par Gaïa. Donc, ce n'est pas une photographie, c'est une compilation de chaque pixel correspond à une étoile et c'est une compilation des données de Gaïa qui permettent de créer cette image. À gauche, nous avons bien une photographie. Là, nous avons une photographie dans le visible réalisée avec le télescope TRAPPIST de l'observatoire de la Silla. Donc voilà, ce que vous voyez ici, c'est, pour ceux qui s'y connaissent, c'est la nébuleuse de la Tarentule. Et elle est connue sous le nom aussi de 30 Doradus, NGC 2060. Donc elle se trouve ici, là. La nébuleuse de la Tarentule est là. Donc, avec les données Gaïa, voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, dans le visible, c'est beaucoup plus joli. Hein. Gaïa nous fournit cette image-là. Et à droite, on a une image fournie avec un appareil photo. Donc, l'appareil photo qui est c'était ici, c'est une monture Star Adventurer. Voilà, c'est une monture, un pied photo, une monture Star Adventurer avec un go-to hein, qui permet de suivre la rotation de la sphère céleste. Et sur ce go-to, il met un appareil photo pour prendre la photo et un téléobjectif. Voilà, l'appareil photo ici. L'appareil photo, c'est un A7 Astrodome. C'est un réflexe Sony défiltré. Et le téléobjectif que vous voyez là, c'est un 135 mm ouvert à 2.0. Donc, avec un Star Aventure bien positionné, bien calé, et un réflexe Sony défiltré et un 135 mm, vous obtenez cette image. Donc, cette image, elle a été obtenue en 2 heures de pause. Alors, pour obtenir une image en 2 heures de pause de cette qualité, il faut être dans un ciel très pur. Et l'astronome qui est allé prendre cette photo, il est sur le plateau d'Atacama au Chili, là où se trouvent les grands télescopes de l'ESO. Hein. C'est l'Observatoire européen austral qui se trouve dans le désert d'Atacama au Chili. Et donc, c'est là qu'il a posé son appareil photo. Alors évidemment, le ciel est magnifique, hein, qui permet d'obtenir des images quand même extraordinaires. Donc là, en bas à droite, une superbe étoile, une étoile lumineuse, très brillante dans notre ciel, se trouve dans la constellation du Grand Chien. Donc, ça s'appelle Sirius. Donc, cette étoile Sirius, qui est magnifique hein, lorsqu'on l'observe le soir, je vous quitte. elle est visible presque partout sur Terre, hein, l'étoile Sirius. Presque tout le monde, tous les terriens. Donc, cette étoile Sirius, c'était en fait un système stellaire binaire, on appelle. C'est-à-dire, en fait, elle est composée de 2 étoiles. On a Sirius A et Sirius B. Elles sont en rotation l'une autour de l'autre. Sirius est un système stellaire binaire. Donc, c'est connu depuis l'Antiquité. Elle est signalée notamment les inondations du Nil en Égypte. Et dans la mythologie grecque antique, elle représentait l'œil dans la constellation l'œil du chien, dans la constellation du grand chien. Donc, je vous rappelle que le grand chien, il suit la constellation d'Orion. C'est la constellation des chasseurs. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'évidemment, mon propos revient à Gaïa, inexorablement. Et Sirius, la voici.
Et ici, à gauche, nous avons un cercle qui entoure un petit groupement d'étoiles. Et ce groupement d'étoiles a été détecté pour la première fois par Gaïa. Et lorsque les données de Gaïa ont été diffusées et ce groupement d'étoiles révélé au public, et il y a des astronomes amateurs qui ont voulu relever le challenge. Moi, avec mon appareil photo, est-ce que je serais capable de révéler la présence de cet amas d'étoiles juste à côté de Sirius? Donc, ce challenge, cette prouesse a été relevé par un amateur allemand. Donc, il a caché ici. Il a occulté artificiellement l'étoile pour pouvoir observer ce qu'il y a dans son champ immédiat. Donc, ce monsieur, il s'appelle Kaiser. Alors, Kaiser, vous allez dire, le Kaiser, c'est bien allemand. Donc, monsieur Kaiser, il a entendu parler de la découverte de cet amas dans une conférence publique qui concernait la mission Gaïa. Et il a attendu un ciel clair pour essayer de l'imager avec un télescope de 30 cm de diamètre. Donc, c'est un 300 mm, hein, pas un gros télescope. Hein. Donc, il a couvert Sirius avec un capteur. Il a créé un cercle sombre sur l'image pour occulter Sirius. Et il a réussi à enregistrer les étoiles les plus brillantes. Alors, de l'amas Gaïa 1. Là, vous voyez l'amas Gaïa numéro 1. Voilà. Ici, nous avons 4 grappes globulaires. Toujours, ce sont des révélations du programme Gaïa. Donc, les amas globulaires sont d'anciens systèmes d'étoiles. Donc, on pense que les amas globulaires remontent à l'origine de notre galaxie. Ce sont un peu les fossiles des premiers stades de la construction de notre maison galactique. Donc, il y a les amas globulaires dans cette mosaïque et ils sont connus sous des noms. Donc, ça, ils n'ont pas été découverts par Gaïa. Ce sont des objets messiers. Ils ont des noms de catalogue dans le catalogue NGC, dans le catalogue messier. Donc, ils orbitent autour du centre de la galaxie et les astronomes, avec les données Gaïa, ont pu révéler qu'il y avait dans l'amas autour de la galaxie 75 amas globulaires de ce type. Il y a actuellement au moins 75 amas globulaires qui orbitent autour de notre Voie lactée. Donc, je vous rappelle que ces vues ne sont pas des photos, mais que ce sont bien des données Gaïa. Chaque étoile est une étoile analysée par Gaïa et replacée par ordinateur, reconstitue l'image de l'amas globulaire et des étoiles qui l'entourent. Voilà. D'accord? Autre exemple. Ceux qui ont l'habitude de faire des photos ont peut-être reconnu la galaxie d'Andromède, façon Gaïa. Voilà. Donc Gaïa, il a permis aussi de détecter les satellites et de pouvoir exactement connaître leur trajectoire. Donc là, nous avons les trajectoires de plus de 14 000 satellites, 14 000 astéroïdes, pardon, dans notre système solaire. Là, on a le Soleil. Ici, on a la Terre. Et là, on a Jupiter. Gaïa a détecté 14 000 astéroïdes qui circulaient dans cette zone.
Donc, dans la vue de gauche, ici, les orbites sont codées en couleur, en fonction de la distance entre les astéroïdes et le Soleil. Les astéroïdes proches de la Terre apparaissent en bleu. Donc, ce sont les astéroïdes proches de la Terre en bleu. Et en bleu et en violet, hein. Il y a du bleu, il y a du violet. Les astéroïdes dans la ceinture principale entre les orbites de Mars et Jupiter sont jaunes. Ici, les orbites entre Mars et Jupiter. Jupiter, Mars se localise à peu près dans cet endroit-là. Si on a la Terre ici, on a à peu près Mars à peu près là. Hein. Donc, c'est la ceinture d'astéroïdes en jaune entre Mars et Jupiter. Et les astéroïdes troyens, ce sont les orbites de Jupiter, sont en rouge et en orange. Donc, en rouge et en orange, c'est ce qu'on appelle les troyens. Et les troyens sont les orbites, sont des astéroïdes qui font partie de l'orbite de Jupiter, qui voyagent avec Jupiter. Voilà. Ça, c'est Gaïa. Dans la vue de droite, les orbites sont codées par couleur en fonction des propriétés réfléchissantes de la surface de l'astéroïde. C'est important de connaître leur composition. Ça intéresse beaucoup de gens, ça. Donc, la propriété réfléchissante de la surface d'un astéroïde, on appelle ça l'albédo. Des fois, on parle de l'albédo de la Lune, de l'albédo de telle comète. Donc, les astéroïdes foncés, avec un albédo élevé, sont en rouge. Vous voyez, c'est la grosse majorité. Ils dominent les régions externes. Les objets les plus brillants, avec un albédo entre jaune et le vert, et un albédo entre le bleu et le violet, se trouve dans la ceinture principale intérieure. Ici, on a du vert, du jaune, du violet, du bleu. C'est ce qu'on appelle la ceinture principale intérieure. La Terre est ici. Je vous rappelle, le Soleil est là et Jupiter est là. Donc, vous voyez, les astéroïdes géocroiseurs montrent une variété d'albédo extrêmement différente. Les géocroiseurs, c'est tous ceux qui orbitent, qui voyagent qui croisent l'orbite de la Terre. Vous voyez, ça, détecté par Gaïa. Donc, dans le futur, Gaïa, il va pouvoir apporter énormément d'informations sur la dynamique, sur la physique et l'opportunité de détecter éventuellement un astéroïde qui pourrait être dangereux. Donc, tout ça, ce sont des exemples de ce qu'apporte Gaïa. On approche de la fin. Ils savent qu'il y en a peut-être qui sont un petit peu fatigués de m'écouter. Et donc là, dans nous avons encore une autre information donnée par Gaïa. Donc là, on a une vue réduite des 14 099 satellites d'astéroïdes qui sont dans notre système solaire, vus par Gaïa, analysés par Gaïa. Et les orbites de 200 astéroïdes les plus brillants sont également affichées. Vous allez voir les différents astéroïdes. Il y en a 14 099. On va voir leur trajectoire dans le système solaire.
Là, vous avez les déplacements. Le dessin des orbites a été retiré et vous voyez le déplacement des 14 000 astéroïdes, la ceinture d'astéroïdes. Donc, chaque astéroïde est répertorié. Hein, c'est pas, on n'est pas dans des images virtuelles. Ce sont si vous voulez, c'est la reconstitution en réel de la circulation des astéroïdes. Donc, c'est accéléré, hein, évidemment, ça va moins vite que ça. Là, c'est extrêmement accéléré pour donner une idée du déplacement des astéroïdes. Alors, voilà la conclusion. Alors oui, je vous entends, je vous entends pas, mais je vous imagine que vous dites, oh déjà, oh c'est dommage. Il y en a d'autres qui disent, oh bah, peut-être pouvoir aller à Coran observer. Alors, donc la conclusion, vous allez voir, elle est très brève. Il faut lire tout ça. Enfin, en gros, en étant euh, assez bref. Donc, en mars 2020, la conclusion, c'est que, comme tout le monde, eh ben, il y a eu le Covid-19 et le Covid-19 a empêché les équipes de travailler. Donc, il y a beaucoup de données qui n'ont pas pu être exploitées, de publications qui n'ont pas été faites. Et le virus a retardé le travail. Ils ont fait du télétravail, mais comme ils expliquent, faire du télétravail à distance avec des supercalculateurs qui se trouvent sur des sites où les gens ne peuvent pas les gérer parce qu'ils sont en arrêt de travail. Donc les ingénieurs ne pouvaient pas s'occuper des supercalculateurs, les traitements d'images, etc. Enfin, bon, voilà. Donc le Covid a extrêmement retardé le travail de Gaïa. Donc le dernier communiqué, c'est ce que je vous expliquais, c'est la distorsion de la Voie lactée causée par la collision de Gaïa avec les autres galaxies. Donc ça, c'est une donnée extrêmement récente. C'est, la mission Gaïa a été financée pour aller jusqu'à fin 2020, je crois, parce qu'il parlait de juin 2019 et elle a été prolongée de 2 à 5 ans. Donc 19, vous voyez, peut-être jusqu'à 2022, 2023. Et les Gaïa ne fait plus le travail de collecte d'informations des étoiles. Son gaz froid a été épuisé. Donc, et donc, actuellement, je sais elle contrôle le vent solaire. Je crois qu'elle a plusieurs travails de ce type. Et donc, elle est pour l'instant, elle n'est pas désactivée. Voilà. Bon, ben voilà, c'est là que se termine mon exposé. Et j'espère que ça vous a apporté des informations intéressantes. Super. Super. Bravo, Francis. C'est bien.